vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, merci de votre fidélité au quotidien. Aujourd'hui c'est mardi. Ça va Philippe David? Ça va très bien, Cécile de Ménibus, et vous? Eh oui, ça va. Est-ce qu'une seule fois j'allais mal? Ben non, ça va bien, globalement. Quand je vais mal, je reste chez moi. Un Voilà, petit air c'est de ça. Claude François dans ce oui, Cécile. Dans ce quoi? Oui. Oui. Exactement, c'est mon côté. Claudette. Je suis la Claudette, exactement. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 19h, comme tous les jours, du lundi au vendredi, ce petit commerce de proximité. Les vraies voix de Sud Radio. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. En visite à Washington, Emmanuel Macron a tenté d'infléchir la position américaine sur la guerre en Ukraine et a plaidé auprès de Donald Trump pour obtenir des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Les alliés européens de Kiev refusent un accord qui équivaudrait, selon eux, à une capitulation sur les territoires conquis par la Russie. Alors parlons vrai, est-ce que la rencontre d'hier peut avoir une influence sur la résolution du conflit? Et à cette question, la rencontre Macron-Trump peut-elle éviter une capitulation à l'Ukraine? Vous dites non à 89%, vous voulez réagir. Aude attend vos appels et elle n'exigera aucune capitulation de votre part au 0826 300 300. Christian Mallard sera avec nous, consultant diplomatique international de I24 News, auteur du livre Dans le secret des maîtres du monde aux éditions de La Martinière. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, Dominique Villepin, en tête du tableau de bord IFOP fiducial des personnalités préférées des Français. L'ancien Premier ministre y fait son entrée à 53% d'opinion favorable, égalité avec Édouard Philippe. Il s'est distingué ces derniers mois par un discours pro-palestinien qui le singularise totalement à droite. Alors parlons vrai, est-ce que cette arrivée de Dominique de Villepin directement en première position vous surprend? Et à cette question, de Villepin, personnalité politique préférée des Français, est-ce grâce à ses positions pro-palestiniennes? Vous dites non à 51%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Pour en parler, Frédéric Dabi sera avec nous, un directeur général de l'IFOP. Soyez les bienvenus, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec autour de cette table, bien sûr, Philippe Bilger. Bonsoir, cher Philippe. Bonsoir, chers amis. Est-ce que les sujets vous plaisent? Est-ce que les sujets, Dominique de Villepin, le hasard, que j'ai écrit un billet cette nuit là-dessus, mais ils me plaisent. Voilà. Et très bien. Ils me plaisent. Bon, les deux. très bien. Vous validez, donc c'est bien. Voilà. Michael Issadoun, qui n'était pas là il y a 5 minutes, donc qui est là maintenant. Mais non, mais il me laissait pas rentrer au parking de Sud Radio et je leur ai juré que j'étais la star de Sud Radio. Mais ils voulaient C'est pas, pour ça qu'ils ne croyaient pas. Ils ne voulaient pas me croire, je leur jurais. Mais écoutez, voilà, je suis là maintenant. Mais c'est et parce j'aime qu'on a beaucoup mis les des sujets. affiches, surtout ne le laissez pas rentrer. À un moment donné. Pour ça. Je savais. Franchement, c'est honteux. à votre égard. Je te jure. Scandaleux. C'est plein pour discrimination. J'aurais bien appelé la police, mais elle peut pas tout faire puisqu'elle est là dans le studio. Elle peut pas tout faire. Bruno Pomar est avec nous, président d'initiative Bonsoir. Sécurité Intérieure et maire de Belleflou. Salut les amis, écoutez, moi j'ai pas fait comme notre cher ami Philippe Bilger à écrire la nuit, j'ai dormi parce que j'étais un peu enrhumé, mais je tenais à être là malgré la souffrance. Il faut rendre hommage à Malgré. Bruno Pomar, Merci qui Philippe. plutôt que la thérapeutique a choisi les vraies voix. Ouais. Mais Michael m'a promis de ne pas le contredire. Ah, c'est Non, bien, c'est bien, aujourd'hui, c'est je bien. dirais rien. Je suis Il y a là une pour petite cuisine regarder. interne, ça va? Tout le monde a parlé de les ses accords, petits c'est comme en problèmes. politique, ça. Et Philippe, vous avez un truc à dire, non? Non, alors quand j'entends ça, il y a eu des accords pour le qui c'est qui l'a dit, des valises de billets échangées. Je me rends compte quand même que il y a que les garçons qui se plaignent dans cette émission. Voilà, oui. oui, moi on m'a pas laissé rentrer. Moi j'ai mal dormi cette nuit. Oui, cette nuit j'ai écrit sur C'est des Villepin. chochottes. Oh là là là. Non, moi je me suis On le pas sait. plaint. J'ai quelques doutes. Il y a des trucs qui me paraissent pas clairs dans ces propos. Non, c'est vrai que vous êtes le seul à ne pas vous être plaint. Est-ce que un arbitre a retrouvé son intégrité ou pas? Pardon. Vous parlez de qui? Bon, on va y aller parce que là, on a perdu nos auditeurs. Richard est avec nous de Montauban. Et Richard, il n'est pas content non plus. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir. Richard, votre coup de gueule du jour. Allez, le coup de gueule du jour. J'ai une amie le 20 novembre qui s'est fait enlever à la sortie de son travail au nord de Toulouse. Et elle s'est fait embarquer par 2 personnes qui l'ont attachée sur une chaise, qui l'ont frappée, qui l'ont menacée de mort et qui l'ont ramenée avec des prétextes fallacieux. Et en fait, elle a reçu aussi 2 balles de 9 mm dans la boîte aux lettres pour elle et son fils. Et en fait, il s'avère que c'est un ex-compagnon avec qui elle n'était plus. Qui a manigancé ça, et en plus il a tiré quelques coups de feu sur les bâtiments de son compagnon actuel, et donc ça a été jugé, et sur la dépêche vous trouverez le moment
de l'arrestation de ces deux pieds nickelés, là, puisqu'ils étaient à deux. Et en fait, le jugement est sorti il y a le 20 février. Et bilan des courses, c'est 5 ans, dont 4 avis sursis, et 1 ferme, mais avec bracelet, sans mesure d'éloignement. Voilà, donc c'est un coup de gueule, parce que c'est une réaction passionnelle qu'il a eue, elle est stupide, hein. Très stupide. Mais par contre, il n'y a aucune protection pour la personne, quoi. C'est infernal. Surtout quand on met des balles de 9 mm dans la boîte aux lettres et qu'on tire sur le domicile du nouveau concubin, ça pose quand même question, non, Bruno Pomar, vous gagnez. Déjà, il y a port d'armes, donc... Oui, en plus. Non, mais encore une fois, on est dans quasiment le quotidien de hein. cette société qui est complètement à la dérive, quoi. C'est clair. On voit que tous les jours, il se passe pas une journée. Je crois qu'il y a 100 actes au couteau par jour dans ce pays. Bon, que voulez-vous que fasse? Alors nos policiers travaillent, évidemment, on ne peut pas les dénigrer notre force de police gendarmerie comme policiers municipaux qui font ce qu'elles peuvent. On l'a vu à Mulhouse, encore ils sont intervenus avec efficacité. Malheureusement, un monsieur est décédé, mais encore une fois, on ne peut pas être partout. Et encore une fois, il va falloir qu'on prenne des décisions claires et nettes concernant certains individus. Je ne doute pas un seul instant de la pertinence et de la sincérité de notre auditeur, mais c'est toujours difficile de se prononcer comme ça. Je veux dire... Surtout lorsqu'on a été un magistrat d'une parfaite objectivité. Tu vois ces problèmes de violence au quotidien. Oui, mais c'est très juste, Bruno. Non, mais c'est vrai. Mais bon, moi, je vais réagir en tant qu'amateur, sans être un technicien du droit. Ce qui nous est raconté m'étonne quand même moralement. Choquant, en fait. Je veux dire, si je devais évaluer à la louche des coups et des blessures, une séquestration, machin, pour moi, c'est au moins 10 ans en prison. Voilà. Mais moi, c'est mon avis personnel. Pour moi, c'est au moins 10 ans en prison et de manière ferme. Mais bon. Séquestration, oui, c'est... séquestration, tirer à coup de flingue, quand même. Mais bon, après, en effet, je prends toutes les précautions qu'il faut. Philippe Bilger a raison de le rappeler. Et je ne suis pas un technicien du droit. Mais de mon avis de néophyte, voilà ce que ça mériterait. Ouais. Et voilà, ça fait un blanc tellement on est choqué par ce que vous nous dites, Richard, mais en tout cas, on vous remercie d'avoir partagé. Moi, je vous invite à vérifier. Oui, mais bien sûr, on vous croit, il n'y a aucun souci. Richard, quoi qu'il en soit, vous restez avec nous jusqu'au qui c'est qui l'a dit, parce que là, il y a ambiance quand même, parce qu'il y a quand même des gens qui essayent de donner des réponses à d'autres personnes. Honnêteté absolue. Alors, absolument, du côté de Philippe et de moi-même, je peux vous assurer, c'est plutôt du côté de la droite de Philippe. La droite. Il y a le côté honnête avec la police de l'autre côté, il y a le côté mafieux de l'autre côté avec vous. Mais je n'ai jamais gagné, donc si on triche très mal. Il va falloir quand même me mettre dans la combine. Donc, les amis, vous allez pouvoir peut-être remporter aujourd'hui, vous savez, un voyage dans les clubs Bel-en-Bras, un petit peu partout, à la montagne, à la mer. Il y a à peu près 45 sites magnifiques. Ça peut tomber à n'importe quel moment, je vous le dis tout de suite. Ah non, ça peut tomber à n'importe quel moment. Je n'en vois pas le jeu. Je signale que les clubs Bel-en-Bras et Sud Radio vont peut-être vous offrir des cadeaux, mon cher Maxime. Moi, je peux partir ou pas? Non, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas jouer. On vous attache. Non. Et si vous partez, c'est avec nous dans vos bagages. Donc ce sera jamais vraiment des vacances. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu et puis le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. J'ai parlé de Richard Ferrand. Très bien. Ça a l'air de vous mettre en joie. Nous aussi. Je suis ravi, je l'aime beaucoup. Très bien. Ça s'entend pas. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il y a autour de cette table des vraies voix. Philippe Bilger qui est avec nous, Mickaël Sadoun et Bruno Pomar, et on est ravis de les accueillir. Déjà, Philippe Bilger fait le ménage pour être sûr que les vraies voix ne voient pas les résultats de qui c'est qui l'a dit. On sent Bruno et le dodu. Plus je le vois, plus je me dis que j'aurais pas aimé être jugé avec lui comme avocat général. Vous seriez sorti avec du sursis, Philippe. Vous auriez perdu quelques kilos. Non, je pense que lui, il m'envoyait à Cayenne directement. Mais non, absolument pas. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? De Mohamed Amra qui est attendu en France. Il aurait décollé de Roumanie. On va parler aussi des 27 qui se réunissent en visio demain, 27 dirigeants de l'Union européenne, pour débriefer en quelque sorte la rencontre Trump-Macron d'hier soir. Et puis du deuxième jour du procès, le Square Neck, en 3 mots, soulagement, débriefing et médecins. On en parle dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et c'est sur Richard Ferrand, le nouveau président du Conseil constitutionnel, que vous voulez requérir monsieur le procureur. En effet, à partir du 8 mars, il va remplacer Laurent Fabius et le Conseil présidé par lui va avoir d'emblée 3 sujets capitaux à gérer. Droit du sol, éligibilité qui concerne un dossier similaire à celui de Marine Le Pen et liberté du mariage. Donc on imagine bien quelles discussions seront celles du Conseil constitutionnel pour appréhender correctement, juridiquement et je l'espère un petit peu socialement ces 3 sujets brûlants. Qu'est-ce que vous en pensez, Mickaël Sadoun? C'est vrai, des sujets vraiment très politiques sur lesquels va devoir se pencher le Conseil constitutionnel. C'est très politique. Moi, je trouve que de toute façon, la justice, à ce niveau-là, quand elle juge des principes d'une constitution, est forcément politique. Et je trouve que on fait pas d'hypocrisie à ce titre-là quand on nomme des personnalités politiques au Conseil constitutionnel, même si j'aimerais qu'elles aient un peu plus de compétences juridiques que Richard Ferrand en l'occurrence. Comment vous dire? Je trouve dans la veine gaulienne que en France, la Cour suprême doit rester le peuple, et je m'étonne parfois que le Conseil constitutionnel tranche certaines décisions sans prendre en compte la température de la société. Et parfois, elle donne des décisions qui sont totalement en incohérence avec ce que veut le peuple. Or, la justice n'est pas séparée du peuple. La justice se rend en vertu du peuple. Au nom du peuple. Et au nom du peuple, et pour son bien aussi. Donc, j'espère que les décisions qui seront rendues seront conformes à la vie populaire. Bruno Pomar. Ça ne sera pas évident, parce que quand on voit que la Cour des comptes, comme le Conseil constitutionnel, est à majorité très à gauche, sauf avis contraire, mais c'est ce qui est exact, quoi, dans ce que je dis. Il faut s'interroger encore une fois sur les capacités de M. Ferrand. Évidemment, c'est quand même pas le champion du monde en matière juridique, mais de tout temps, on a placé des copains, quoi, à la tête depuis Mitterrand. On a toujours placé des copains pour service rendu. Donc j'ose espérer, oui, encore une fois, qu'ils feront leur boulot, mais je suis sceptique quand même. Si c'est des copains compétents, moi ça me dérange pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Voilà. Vous écrivez compétent comment? En un mot ou deux mots? Et Ferrand peut-être prendra en compte, comme le dit très bien Mickaël et moi-même, si j'ose faire référence à mon propos, la vision sociale aussi, populaire. Mais bien sûr. Merci beaucoup Philippe Bilger pour ce sujet. Tout de suite les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont soulagement, débriefing et médecin. Mohamed Amra attendu en France dans les prochaines heures. Le narcotrafiquant a décollé de Roumanie pour être remis aux autorités françaises. Soulagement des proches des 2 agents pénitentiaires tués lors de son évasion à Incarville il y a 9 mois. Les 27 dirigeants européens se réunissent demain en visio pour débriefer la rencontre Trump-Macron d'hier soir, pendant que Vladimir Poutine se voit déjà partager le gâteau des minerais ukrainiens avec les États-Unis. Et puis le 2e jour du procès Le Squarnec à la cour criminelle du Morbihan, l'ex-épouse du chirurgien raconte n'avoir jamais soupçonné les penchants pédophiles de son mari, et toujours la présence contestée de l'ordre des médecins sur le banc des parties civiles. Les vraies voix Sud Radio. Il a fait appel de sa détention, mais ça ne devrait pas empêcher donc la Roumanie de remettre Mohamed Amra aux autorités françaises. Le narcotrafiquant a quitté la Roumanie en avion après son arrestation ce week-end à Bucarest. Il est attendu dans les prochaines heures dans l'Hexagone. Cette arrestation, puis le coup de filet d'hier, c'est un premier soulagement, nous dit maître Mathieu Chirez, avocat de la veuve et des 2 fils de Fabrice Moello, un des 2 agents pénitentiaires tués à Incarville. Premier soulagement parce qu'évidemment il va falloir prendre connaissance en détail des investigations et de leurs résultats, ce qui va être rendu possible ces prochaines semaines en consultant la procédure. C'est à coup sûr une étape importante dans ce dossier. On a entendu hier la conférence de presse de la procureure de la République auprès du tribunal judiciaire de Paris qui a rappelé le nombre de pays concernés par les opérations et interpellations qui ont été effectuées. Le nombre de gardes à vue en cours est aussi significatif puisque hier encore il était question de 25 gardes à vue en cours. Donc c'est une étape importante et à ce stade nous saluons le travail qui a été effectué par les enquêteurs sous la direction des juges d'instruction dans cette affaire. Maître Mathieu Chirez avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Son appel, il avait dit qu'il ne ferait pas appel, a été rejeté directement par les autorités roumaines. L'utilité d'avoir un pays relativement étranger à notre état de droit sophistiqué. Ça va nettement plus vite. Vous êtes d'accord avec ça, Bruno Pomar? Oui, il a raison. Vous qui avez eu à faire face à des grands truands. Oui, non, mais c'est clair. Normalement, la procédure lui donnait 30 jours, je crois. Effectivement, c'est assez expéditif. J'espère que la justice française sera pareille. Là, c'est encore...
Michael Sadoun. Bah oui, moi j'ai un compte. Traiter les brutes avec brutalité, ça me semble relever de la justice. Traiter les brutes, ça pourrait faire 1 heure, hein, ma chère Cécile. Oui, ça pourrait, effectivement. Moi, Il y a l'art de nous glisser quelques petites phrases des boules puantes un peu. sur lesquelles on ne peut pas répondre. Vous voulez qu'on en parle ou pas? Non, ça va? Vous voulez On attendrait pas ça, On va en parler à la pause. Allez, le deuxième mot, débriefing. Les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne se réunissent demain en visio. Réunion pour débriefer la rencontre Trump-Macron d'hier soir à la Maison-Blanche. Rencontre courtoise mais ferme sur les divergences, comme par exemple quand le président français a coupé la parole à son homologue américain pour le reprendre sur des chiffres au moment où Trump considérait que les États-Unis avaient davantage mis la main à la poche que l'Europe dans l'aide à l'Ukraine parce que, disait le président des États-Unis, les Européens récupéreraient leur mise via des prêts remboursables. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort. And it was... Non, alors, pour être franc, nous avons payé 60% de l'effort total, corrige Emmanuel Macron, en posant la main sur le bras de Donald Trump, qui répond par une moue dubitative. Et alors que les 27 en discuteront demain de cette réunion, eh bien, au Kremlin, Vladimir Poutine entrouvre la porte aux Européens, justement, sur les négociations de paix en Ukraine. Nous sommes reconnaissants envers tous nos partenaires qui s'efforcent de garantir l'arrivée de la paix en Ukraine. Ce que je veux dire par là, c'est que non seulement les Européens, mais aussi d'autres pays ont le droit et peuvent participer. Nous traitons ça avec respect, dit Vladimir Poutine, qui par ailleurs se félicite du vote à l'ONU par lequel les États-Unis ont refusé une résolution condamnant l'agression russe en Ukraine. Le président russe qui se dit favorable aussi à des investissements américains dans les minerais stratégiques des sous-sols de régions ukrainiennes occupées par son pays. Alors en gros, pour résumer, ces deux-là se voient déjà un peu partager le gâteau finalement. Troisième mot. Médecin, deuxième jour du procès Le Squarnec à la cour criminelle du Morbihan. Procès pour viol et agression sexuelle du chirurgien anesthésiste sur 299 victimes, mineures pour la plupart au moment des faits. L'occasion d'entendre ses proches, son épouse notamment, qui affirme n'avoir jamais soupçonné ses penchants à l'époque, ses penchants pédophiles. Ce qui est très contesté sur place en revanche, c'est toujours la présence de l'ordre des médecins sur le banc des parties civiles, alors que ce même ordre des médecins n'a pas empêché à l'époque de reprendre ses fonctions après sa première condamnation. C'est ce que raconte Sonia Biche, fondatrice et porte-parole de Stop aux violences obstétricales et gynécologiques, un collectif. Nous, ce qui nous choque au niveau de l'ordre des médecins, c'est qu'il y a la confraternité et le fait que quand des professionnels dénoncent des faits de violence de leurs collègues, donc à l'égard de professionnels de santé ou alors à l'égard de patientes, eh bien, l'ordre des médecins peut leur donner un blâme pour défaut de confraternité, alors qu'ils devraient plutôt encourager la parole pour que les professionnels déviants soient sanctionnés et donc ne salissent plus la médecine. Sonia Biche du collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques au micro de l'agence France Presse. Cette affaire, elle est hors pair, l'affaire Le Squarnec. Bien sûr, mais quelle institution, malheureusement, ne protège pas les siens? C'est grave. On l'a vu dans beaucoup de domaines, là. Et puis, il y a eu des dysfonctionnements très graves dans l'affaire Le Squarnec, notamment lorsqu'un casier judiciaire met 9 mois pour inscrire la condamnation qui vient d'être prononcée et qui fait que les tribunaux, les hôpitaux n'ont pas été au courant d'une condamnation, ce qui aurait changé les Excusez-moi, combien de temps ça met d'habitude? Parce que l'auditeur, on ne sait pas combien de temps entre une condamnation et le passage sur le casier judiciaire, combien de temps ça met? Ça met, pardon, et je ne fuis pas votre question, mon cher Philippe, ça met beaucoup de temps, mais il est anormal que ça mette tant de temps. Ça n'a pas de sens. Bruno Pomar, une affaire hors pair, hein. Oui, mais même avec le milieu catholique aussi, hein, les affaires métarabes. On met tout ça dans le même truc et puis tout le monde se protège, les institutions, tout le monde se protège parce qu'on ne sait jamais. Le jour où ça éclate, on voit l'affaire avec Bayrou qui est mis devant, son épouse et tous les gens qui étaient autour. Mais moi, c'est vrai que c'est scandaleux quand même. Je pense quand même à son épouse, parce que si ce qu'elle dit est vrai, de ne pas avoir eu vent, en tout cas de l'attitude de son mari, elle doit tomber de sa chaise de très très haut. C'est un drame humain pour elle aussi. Michael Sadoun. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je suis d'accord avec Philippe Bilger, voilà, je ne sais pas quoi dire. La terrible efficacité criminelle de cet homme. C'est incroyable la manière dont il a réussi longtemps à échapper à tout soupçon. Mais c'est fou, c'est qu'il a quand même écrit ses propres preuves. Hein. C'est dingue, ce qui prouve que c'est assez dingue. Merci beaucoup Félix Mathieu. Après toutes ces horreurs, on va vous envoyer du positif. Puisque vous allez pouvoir remporter un magnifique séjour Bellambra du 24 au 28 février. Là, c'est en ce moment, maintenant. Et vous allez pouvoir avoir un bon cadeau d'une valeur de 1000
200 €, ce qui est quand même pas mal. Pour un séjour dans les clubs d'hôtel Bellambra. Et bien entendu, on sera ravis de vous voir partir en famille dans un club Bellambra niché dans les plus beaux endroits de France, au cœur des plus belles destinations, à la montagne, à la mer, à la campagne. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir récupérer ces 1200 € et partir avec votre famille. 45 clubs de vacances situés dans les plus beaux endroits de France. Et pour ça va être facile puisqu'il va falloir vous utiliser ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, le 0800 26 300 300 avec un chiffre, bien entendu, que va me donner Philippe Bilger entre 1 et 10. 10. 10e appel au standard. Attention, vous avez 10 minutes, pas plus. 10 minutes, 10e appel au standard pour ce magnifique séjour de 1200 € dans un club Bellambra. Et on espère que ce sera vous, madame, monsieur. En tout cas, on vous attend au standard. À tout de suite dans un instant. La suite des vraies voix jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme tous les jours, on est ravis de vous accueillir, en tout cas avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et puis si vous voulez bien entendu participer à cette émission d'une manière ou d'une autre, vous pouvez déjà vous abonner à notre chaîne YouTube. On en est où, mon cher Maxime ? Le poids. Alors, hier nous y étions 995 000 abonnés et aujourd'hui, normalement, ça a un petit peu bougé, hein, ça n'arrête pas de bouger, ça monte, on est à 996 000. Oui, ça se rapproche de plus en plus. Ça se rapproche. Normalement, notre présence devrait permettre d'atteindre le million. Je comprends pas pourquoi nous faisons exprès de freiner pour pas que ça s'accélère trop vite. En fait. On fait durer le plaisir de l'attente, comme on dit. Le public se fait désirer. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h en attendant le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il est à Washington pour plaider la cause de l'Europe et de l'Ukraine. Depuis plus d'une heure, Emmanuel Macron fait face à l'imprévisible Donald Trump, devenu un fervent soutien de la Russie et de Vladimir Poutine. Ma réunion avec le président Macron aujourd'hui représente une autre étape importante de franchie. Nous voulons la paix. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Il l'acceptera. Je lui ai posé la question. Écoutez, si nous concluons cet accord, il ne cherche pas à faire plus de guerre. Cela ne le dérange pas. Et en visite à Washington, Emmanuel Macron donc a tenté d'infléchir la position américaine de la guerre en Ukraine et a plaidé auprès de Donald Trump pour obtenir des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Les alliés européens de Kiev refuseraient un accord sous forme de capitulation sur le territoire conquis par la Russie. Alors parlons vrai, est-ce que les Américains et les Russes vont décider de l'issue du conflit sans rien demander aux Européens? Et à cette question, la rencontre Macron-Trump peut-elle éviter une capitulation à l'Ukraine? Vous dites non à 89%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Christian Mallard, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Sud Radio. Vous êtes consultant diplomatique international sur I24 News et auteur du livre Dans le secret des maîtres du monde aux éditions de La Martinière. Philippe Bilger. Alors, vous me pardonnerez, chers amis, d'avoir une pensée nuancée dans ce domaine, parce que je crois qu'il faut accepter deux convictions qui ne sont pas d'ailleurs opposées l'une à l'autre, mais qui montrent qu'il est difficile d'avoir une expression péremptoire là-dessus. D'une part, je remercie le président de la République, on l'a dit hier, d'avoir une position pratiquement sans faute sur l'Ukraine, à l'exception de sa naïveté initiale avec Vladimir Poutine. Il est vaillant, il a été là-bas, il a discuté, il a argumenté, on l'a vu. Et il faut louer ce courage pour l'Europe. Mais comment dirais-je, ça passe à grand-chose. Donald Trump est tellement aujourd'hui caractériel, surprenant, à contre-emploi sur le plan de la diplomatie classique, que je crois qu'il ne l'a pas fait bouger d'un iota. Et donc, malheureusement, le simplisme du président américain n'a pas été entamé par les efforts très vaillants et courageux et brillants du président Macron. Bruno Je pense que Philippe a tout résumé. Effectivement, le président Macron, vous savez qu'il a dans sa besace, comme on dit, la diplomatie. Donc il est allé là-bas en
peut pas lui reprocher de ne pas être et d'avoir discuté avec le président. Mais je vois pas l'influence qu'on peut avoir avec Trump actuellement. C'est lui le patron. Point. Et il a même dit d'ailleurs dans son allocution, Trump, qu'en gros il faisait des négociations avec la Russie et qu'il dirait en gros, la Russie aura l'Europe aura un peu son mot à dire. Enfin, on voyait que c'était pas très clair comment faire. Donc et je pense qu'on a perdu la bataille. Michael Sadoun. Moi, je vais rejoindre Philippe Bilger sur le volet. Macron arrive à tenir un équilibre depuis le début de la guerre entre un certain réalisme géopolitique. Il a toujours dit qu'il continuerait de parler avec Vladimir Poutine, etc. et tout. Mais en même temps, il défend un principe que je trouve normal d'intégrité des frontières, de souveraineté de la nation ukrainienne. Et je trouve ça plutôt sain. Parce que ceux qui veulent qu'on bascule dans un monde de guerre et de rapport de force, j'aimerais bien les voir tenir une arme et aller sur le front. Je peux vous dire que ça ne doit pas être facile. Ceci étant dit, le péché originel d'Emmanuel Macron, c'est son inféodation à l'Union européenne. Le fait qu'il n'arrive pas à convaincre Donald Trump, c'est bien sûr, Philippe Bilger a raison, parce que Donald Trump a un caractère, et Bruno Pomar l'a dit aussi, mais c'est aussi parce que, fondamentalement, Emmanuel Macron est le jouet de l'Europe. Il pense que c'est le patron de l'Europe, mais c'est le jouet de l'Europe et que l'Europe est le jouet des États-Unis. Donc Donald Trump, il se fiche royalement finalement de ce que va lui dire Emmanuel Macron. Donc je pense que sa position, elle est inefficace et elle est contradictoire. Après, évidemment, dans le discours, je trouve que son équilibre est pas mal et qu'il faut le tenir. Bien sûr que si on laisse l'Ukraine maintenant, elle sera démantelée totalement par les États-Unis et la Russie, et c'est pas un bon truc pour l'avenir parce que la géopolitique ne peut pas jouer qu'avec ses rapports de force. Voilà. Christian Mallaretta avec nos consultants diplomatiques internationaux sur i24 News et auteur de ce livre Dans les secrets des maîtres du monde aux éditions de La Martinière. On a envie de vous poser la question, est-ce que finalement il n'y avait qu'Emmanuel Macron comme Européen pour aller voir Donald Trump? En fait, il s'est imposé face aux Européens. Il essaye toujours de s'imposer face à ses partenaires européens, à Mme van der Leyen en particulier et à quelques autres. Simplement, quand je passe au pénal un peu les informations, moi je m'aperçois de plus en plus que Macron et Trump sont parfois imprévisibles et je les qualifie très souvent de cette expression américaine flip-flopper, c'est-à-dire que ce sont des gens qui changent facilement de fusil d'épaule. J'ai quand même entendu à un moment donné Macron envisageant le déploiement de forces françaises sur le terrain en Ukraine et puis récemment revenir en arrière. Donc il faut être sérieux. Ils ont affaire, les Européens et puis Macron et Trump, à un calculateur patient qui s'appelle Vladimir Poutine. D'après les informations qui circulent avec insistance, mais encore une fois, tout cela reste à vérifier, il faut être très prudent, on dit qu'il pourrait y avoir en effet un accord entre Poutine et les États-Unis sur l'Ukraine. Quel serait cet accord? Ça serait le gel des territoires qui ont été conquis dans la partie russophone, qui ont été conquis par les Russes. Il y aurait de la part de l'OTAN un engagement à ne pas attaquer les Russes, et il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. J'ai le souvenir lors de ma dernière interview qui remonte à quelque temps, en 2005, en mai 2005 avec Poutine, qui m'avait dit « Attention, on ne touche pas à l'Ukraine et on n'élargit pas l'OTAN ». Je ne suis pas sûr que les Occidentaux aient entendu le message à l'époque. Maintenant, on est quand même 20 ans après. Et c'est vrai qu'il faut discuter avec Poutine. Mais encore une fois, Poutine est un calculateur patient. C'est un joueur d'échecs. C'est pas le même ADN que celui de Macron ou celui de Trump. Moi, ce qui m'inquiète chez Trump, ce qui est un peu vitesse, il confond vitesse et précipitation. Alors, on verra la suite. Mais ça négocie pour l'instant, en tout cas en coulisses. Christian Mallard, une question. Les États-Unis ont voté avec la Russie, mais avec la Corée du Nord, l'Iran, la Somalie, ce qu'un président américain républicain qui s'appelait George W. Bush appelait l'axe du mal. Est-ce que c'est un revirement complet des Américains en général et des républicains américains en particulier? C'est trop tôt pour parler, c'est prématuré de parler de revirement complet, mais c'est sûr que les choses ont changé de la partie Biden qu'on a connue, où on a eu un président quand même Sleepy Joe, comme on l'appelait, Joe qui dort. L'endormi. Joe l'endormi. Et c'est vrai que les Américains, durant l'époque de Biden, n'ont pas été très
entreprenants, si je puis dire, n'ont pas eu grande réussite. Maintenant, on sait que ça va changer avec Trump. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, mais encore une fois, je peux me tromper comme tout le monde, j'ai le sentiment que Trump a décidé de négocier d'abord et aussi rapidement que possible, du mieux possible, sans que personne ne perde la face, parce qu'il ne s'agit pas de faire perdre la face à Poutine, qui a commis une grosse erreur quand il a voulu intervenir en Ukraine et reconstituer l'ex-empire soviétique. Il ne faut pas lui faire perdre la face. Mais j'ai le sentiment que Trump veut aller très vite pour trouver une solution. Et la solution, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est pas ma solution, c'est ce qui se dit en coulisses, qui circule en coulisses, ça serait que les territoires acquis par Poutine dans la partie russophone seraient gardés par Poutine et qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. Et ça, aux yeux de Poutine, c'est fondamental. Et puis surtout, pas d'attaque de l'OTAN. Maintenant, il faut que les Occidentaux aient des garanties et renforcent leur défense en tirant les leçons, en effet, après ce qui s'est passé il y a 3 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Christian Mallard, avec votre analyse très pertinente qui dit que Donald Trump ne veut pas faire perdre la face à Poutine, alors que d'après ce qu'on sait pour l'instant des négociations, il est prêt en réalité à donner à Poutine tout ce qu'il souhaite. Est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal ? Il ne donnera pas à Poutine tout ce qu'il souhaite. Je pense qu'il veut donner quand même un maximum qui puisse satisfaire Poutine. Et je pense que dans l'idée de Trump, après l'Ukraine, il voudrait pouvoir avoir les mains libres par rapport au Moyen-Orient, où la situation est très préoccupante, surtout avec l'Iran, la menace nucléaire et tout ce que nous savons tous sur ce qui est en train de se passer. Maintenant, il y a des informations aussi qui circulent, il y a des informations concordantes, mais qu'est-ce que ça vaut ? Je ne sais pas si vous et moi, on pourra trouver la solution ou la réponse maintenant. Moi, on me dit que dans les tractations en cours entre Poutine, Trump et les autres, il y aurait, comme les Russes commencent à réaliser qu'ils ont perdu leur point d'ancrage très important qui était en Syrie, au Moyen-Orient, que le Hezbollah et l'Iran sont affaiblis, que les Russes seraient prêts à lâcher du lest, ou peut-être lâcher l'Iran, ce serait un peu vite en besogne, mais à lâcher du lest pour qu'une situation puisse être trouvée au Moyen-Orient avec l'Iran, Israël. Mais ça, encore une fois, c'est très complexe. Il y a beaucoup de fluctuations dans cette situation et je n'irai pas faire un pari sur quoi que ce soit. Restez avec nous, Christian Mallard. Nous avons notre auditeur du jour, Richard de Montauban. Alors Richard, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, la rencontre Macron-Trump peut éviter une capitulation ukrainienne ? Non, pour moi pas du tout. Hein. C'est déjà acté en fait, puisque sans le support logistique, on va dire au niveau de l'observation du terrain via les satellites, l'Ukraine est aveugle. L'Ukraine sera désarmée en fait, et donc et puis on peut même arrêter des armes à distance. Donc je crois que là aujourd'hui, Trump, il veut la paix. Et il n'acceptera pas que quelqu'un se mette en travers, que ce soit M. Macron ou n'importe quel autre dirigeant européen. Donc la paix va être forcée comme ça, et il a besoin du soutien de la Russie pour solder le problème du Moyen-Orient. Je crois que c'est la lecture inverse qu'il faut. Il pourra vider la bande de Gaza, et je pense que c'est son souhait. Avec un soutien tacite, c'est-à-dire sans recours, sans perturbation de la part de la Russie. Donc là, je pense que le deal est clos. C'est difficile à admettre pour nous, Français, mais on s'est embarqué dans quelque chose où il ne fallait pas aller. Et ça fait bien longtemps que je le répète malheureusement, et c'est très difficile de le répéter avec tout ce qu'on a pu raconter aux gens, aux Français. Maintenant, il faut pédaler à l'envers pour leur expliquer en fait que nos dirigeants se sont fourvoyés. Et nous ont fourvoyés. Oui, enfin, je trouve qu'on oublie un peu trop facilement que l'Ukraine a été agressée par la Russie, absolument, que c'est un pays qui est en Europe, qu'il y a une intangibilité quand même des frontières. Donc, j'allais le dire. Bon, on a peut-être été un peu naïf, mais en tout cas, on y a été parce qu'on pensait défendre des principes qui sont pas seulement des principes de benets naïfs, qui sont des principes qui font à peu près tenir l'ordre international. Donc, moi, je veux bien qu'on décide que tous ces principes ne valent rien. Mais je vous dis que dans ce cas-là, on va rentrer dans un monde de guerre où c'est la loi du plus fort et où les pays les plus faibles n'ont qu'à bien se tenir. Je trouve ça très dommage.
Christian Mallard, est-ce que la France a un rôle particulier à jouer? On sait que ça ne se parlait plus, ou pratiquement plus, ou du moins officiellement, entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. La France est la seule puissance nucléaire, hormis la Russie, sur l'Europe continentale. Il y a le Royaume-Uni, mais c'est quand même une île. Est-ce que la France peut jouer un rôle dans le processus de paix, si on peut appeler ça comme ça, en Ukraine? Non, j'en suis pas du tout sûr. Je vais même vous dire, je vais vous relater une conversation que j'ai eue il y a quelques mois lors d'un déjeuner que j'ai eu avec une collaboratrice d'Emmanuel Macron. Et je parlais avec elle de la situation. Je faisais une tournée globale des problèmes qui se posaient. Et à ma grande surprise, elle m'a dit « Nous n'avons plus envie de parler avec Poutine. C'est exclu après tout ce qui s'est passé, mais en revanche, nous avons un bon dialogue avec l'Iran. » Alors là, j'étais consterné parce que c'était un mois avant l'accident d'hélicoptère qui avait coûté la vie à l'ancien président iranien et à son ministre des Affaires étrangères. Mais me dire qu'on s'entend mieux avec l'Iran qu'avec Poutine, j'ai sursauté quand j'ai entendu ça. Et elle m'a dit, je lui dis, mais alors par rapport à l'OTAN, elle me dit, mais écoutez, comme Trump n'aime pas l'OTAN, ce sera l'occasion pour Emmanuel Macron de s'affirmer comme le leader de la défense européenne. Mais y a-t-il une défense européenne? Il n'y en a pas. Donc, si vous voulez, je pense que les choses restent très complexes et que on va voir le dénouement. Mais en tout cas, c'est vrai que Trump est pressé d'avoir un accord avec Poutine. C'est ce que disait monsieur qui était avant moi, là, qui parlait, pour mieux dégager l'horizon, si possible, au Moyen-Orient, avec le problème iranien. Tout à l'heure, Christian Mallard, Michael Sadoun, dont tous les propos sont écoutés avec beaucoup d'attention, a dit une phrase que je trouve aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, peut-être un peu contestable. Est-ce qu'on peut dire véritablement qu'aujourd'hui, l'Europe est le jouet des États-Unis? Non, je crois que Trump ne s'intéresse pas véritablement à l'Europe. Il le prend pour un partenaire, bon, comme ça a toujours été dans l'histoire depuis des années. Mais c'est vrai que Trump a des velléités pour mener ses propres affaires, ses propres discussions, ses propres tractations. Alors quand je regardais, comme sans doute vous autres, les images à la télévision dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, où je voyais Macron comme un enfant qui était heureux de voir le big boss mondial, Trump avec des sourires, j'appelais ça des sourires de façade, parce qu'on sait bien qu'il y a quand même encore un gap, un déclivage entre la France, les États-Unis, l'Europe et tout, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ces images qu'on a vues à la télévision hier soir. Michael Sadoun voulait réagir? Oh, bah c'était pas tellement moi. Tout le monde vous écoute, c'est Philippe Bégère qui dit. Alors, je vais faire très attention. Même Donald Trump vous écoute. Là. Je disais pas que l'Europe était particulièrement le jouet de Trump, ce qui voudrait dire que Trump s'intéresse à l'Europe. Je sais que c'est pas son horizon et c'est d'ailleurs pas celui de ni Joe Biden ni celui de Barack Obama. Ils étaient beaucoup plus tournés vers l'Asie. Mais je dis que structurellement, l'Europe est dans la main des États-Unis parce que notre économie en dépend énormément, parce que nos mouvements financiers dépendent énormément de l'économie américaine, parce que l'Europe a été structurée comme ça et même militairement, nous sommes sous la coupe des États-Unis. L'OTAN est pilotée par les Américains. On a accepté de ne pas utiliser Galileo, par exemple, à titre militaire pour utiliser les GPS américains. C'est évident. Donc notre souveraineté diplomatique, notre capacité d'action sur la scène internationale, elle est largement freinée par le fait qu'on ne peut pas bouger le doigt sans les États-Unis. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a été en échec sur le sujet de la Russie pendant 2 ans, parce que au fond, c'était piloté par Joe Biden. Donc Joe Biden qui ne voulait pas aller plus loin dans cet engagement, et Macron qui essayait de tenir une ambiguïté stratégique qui ne servait à rien. Ça a mené un peu à cette débâcle en Ukraine. Voilà. Christian Mallard, pareil, on peut pas se passer des États-Unis, comme on le voit aussi. Israël ne peut pas se passer des États-Unis pour contrer l'Iran et les proxys, c'est évident. Christian Mallard, je lisais aujourd'hui, ça nous rappelle un peu la guerre froide, ça, non? Guerre froide, ce qu'on a connu. Petit reliquat. Petit reliquat de guerre froide, mais on n'en est pas encore là. Mais il faut voir l'évolution, encore une fois. Ce qui sera fondamental, il y a 2 choses. C'est quid avec l'Ukraine et la Russie, et puis quid avec l'Iran, le nucléaire, les proxys à Israël au Moyen-Orient. Christian Mallard, est-ce qu'on peut imaginer un cessez-le-feu sur le très long terme comme la Corée, où on va vraiment vers une capitulation? Vous parlez du cessez-le-feu au Moyen-Orient ou en Ukraine? En Ukraine. En Ukraine. Cessez-le-feu en Ukraine.
Est-ce qu'on peut rester sur un cessez-le-feu sur le long terme ou vraiment être obligé d'avoir une capitulation? Qui doit être renforcé parce que tout le monde se méfiera toujours de Poutine, c'est évident, en disant il a tenté ce coup il y a 3 ans, il a quand même en grande partie échoué, peut-être voudra-t-il prendre sa revanche et tout. Donc un cessez-le-feu, qu'est-ce que ça veut dire aux yeux de Poutine? Qu'est-ce que ça veut dire aux yeux là je repense au terrain moyen-oriental, qu'est-ce que ça veut dire aux gens qui n'ont pas le même ADN que le nôtre? Justement, Christian Mallard, beaucoup de gens, et j'en entends tous les jours, quel que soit le caractère bienfaisant du cessez-le-feu en Ukraine, ont très peur de la volonté d'expansionnisme de Poutine et sont prêts à parier qu'il continuera, dès qu'il le pourra, son expansion vers d'autres pays pour retrouver le rêve de la grande Russie. Vous y croyez à ça? Tout est possible, c'est vrai que quand on connaît le personnage, on voit bien, encore une fois, cette volonté expansionniste, cette volonté de prendre sa revanche sur l'histoire et de vouloir reconstituer l'ex-empire soviétique, puisque c'était ça le début de l'Ukraine, il y a 3 ans. Là, il a échoué, et il aura peut-être des souhaits de revanche, encore une fois, je vous disais, Poutine, je vous le disais tout à l'heure, est un grand joueur d'échecs, et puis surtout, je pense que l'expression qui convient le mieux, c'est un calculateur patient. Le temps ne compte pas pour lui. Il prendra son temps. C'est un peu un réflexe un peu moyen-oriental, devrais-je dire. Surtout que les élections ne lui posent pas vraiment de problème. Non, d'ailleurs, il m'avait fait une remarque qui m'avait beaucoup fait rire quand je l'ai vu la dernière fois, mais encore une fois, ça remonte à 2005, je l'ai vu 3 fois, en 2000, 2003 et 2005. Il m'avait dit, avec son accent, enfin, je vais l'imiter, je parle pas le russe, ça ne peut pas marcher chez vous en Europe. Vous changez de président tous les 6 mois. C'est cynique, mais c'est tout à fait vrai. Christian Mallard, il y a un peu plus de 3 ans, l'invasion de l'Ukraine, c'était les 3 ans hier, Emmanuel Macron avait dit que l'Europe était en état de... L'OTAN est en état de mort cérébrale. On avait dit que l'invasion de l'Ukraine avait ressuscité cette OTAN en état de mort cérébrale. Est-ce que les derniers développements de la politique américaine ne la remettent pas en état de mort cérébrale? Oui, quelque part, vous avez raison, Philippe, vous avez raison, parce que c'est vrai que Trump ne va pas laisser Macron et quelques autres Européens décider pour lui et pour les États-Unis à tous les niveaux politiques, économiques et stratégiques. Donc, c'est vrai qu'on risque de se retrouver dans un état de mort cérébrale avec un AVC à l'horizon. Et une autre question, il y a quelque chose qui gênait particulièrement les Américains, c'est le rapprochement Pékin-Moscou. Est-ce que ce rapprochement quelque part avec la Russie n'a pas pour objectif final de découpler un peu le duo gigantesque de l'Asie et même de l'Eurasie, Chine-Russie? Mais de toute façon, Poutine, le grand intérêt de Trump, c'est qu'il est tourné vers l'Asie. C'est pour ça qu'il veut régler les problèmes de l'Ukraine et du Moyen-Orient le plus vite possible, parce qu'il considère que la Chine est son ennemi numéro 1 et que sa grande lutte, son grand combat va être contre les Chinois, l'empire économique, l'empire politique des Chinois et tout. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, mais encore une fois, il ne faut pas qu'il aille trop vite en besogne, parce qu'on ne règle pas les problèmes comme ça au coin d'une table avec Poutine. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant diplomatique international sur I24 News et puis auteur de ce livre, Dans les secrets des maîtres du monde, aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup, à très bientôt. Cher Richard, dans un instant, ça va être votre tour. J'espère que vous allez les mettre échecs et maths, j'ai envie de dire. On en parle dans un instant. À tout de suite pour le qui c'est qui l'a dit. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec vous au 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez commenter bien entendu les débats avec nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger d'un côté, Mickaël Sadoun de l'autre et Bruno Pomar qui est avec nous bien entendu. Il y en a pour tous les goûts ce soir. Et on a perdu Richard. Alors Richard, il faut le retrouver parce que... Where is Richard? J'ai envie de dire, appelez-moi Donald Trump. Je suis
sûr qu'il a une réponse à nous. C'est sûr qu'avec Échelon, les grandes oreilles, et la NSA, on va le retrouver, Richard. Et on n'aurait pas pu changer d'arbitre ce soir. C'est qui l'arbitre? Parce qu'on en a une là. Voilà. On a et une remplacer quelqu'un qui est un arbitre très douteux. D'accord, et bien écoutez. Oh là. Philippe Bilger, vous avez déjà pris un prof. Mademoiselle, venez à ce micro, s'il vous plaît. Elle va faire les vraies voix du football avec nous. Elle s'appelle Virginie Guillen et elle est arbitre de football régional. Bonjour Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir Virginie. Mettez donc un casque et vous nous direz, puisque tout le monde va parler en même temps, qui a dit la bonne réponse, d'accord? Non, qui l'a dit en premier. Ah oui. Voilà. Parce que il nous fallait une arbitre, nous l'avons. Une arbitre, le problème, ça fonctionne avec les yeux, pas avec les oreilles au football en général. Faites un effort. Hein. Non, parce que moi... Les femmes savent tout faire. On utilise tous nos sens voilà, dans l'arbitrage. Nonobstant les affirmations de Philippe Bilger, je suis d'une totale intégrité, contrairement à lui. Mais bon, on va y aller parce que 4 minutes 25, allez, si vous voulez gagner ou jouer. Donc, est-ce que vous pouvez lancer le jingle? Dites un truc. Let's go. C'est voilà. C'est parti. C'est le meilleur jingle que j'ai jamais entendu. Ouais. Les vraies voix Sud Radio. Le quiz de l'actu. Alors si jamais Richard retrouve de la batterie dans son téléphone, il peut nous rappeler, bien entendu. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Sur l'Algérie, moi, je n'admets pas que la France soit humiliée. Allez-y, il n'y a pas d'auditeur. Retailleau. Bonne réponse, là il a été plus rapide. Je ne savais pas, il fallait le dire. Mais on avait dit Richard n'était pas là, on a dit il n'y a pas d'auditeur. Oui, mais tout de même. On peut confirmer par l'arbitre, tout a été en règle. Franchement, l'arbitre c'est trop rapide pour un esprit lent. Qui c'est? Donc 3 points pour Mickaël. Il y a une réclamation, vous voulez qu'on fasse la VAR? Non, ça me gêne là. Franchement, j'aime bien l'intégrité. Ah, donc là, c'est vraiment sans règle, quoi. Qui c'est qui l'a dit toujours? Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Sur la souffrance que Julien Bayou a pu avoir et sur le préjudice qu'il a eu dans cette affaire, je tiens à signaler que les médias ont joué un lourd rôle. Bonne réponse, il a été plus rapide. Il n'attend même pas la fin de la question. Non mais attendez, c'est parce que j'ai un esprit hyper vif. Un peu de frustration sur ma droite, là. Virginie, je vous récuse. Tu vas prendre le carton rouge. Virginie, préparez les cartons. Virginie, je viens de l'embaucher, donc s'il y en a une qui peut la recuser, c'est moi. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points. J'ai quand même eu le sentiment d'une forme d'humiliation pour la France dans les échanges entre Donald Trump et Emmanuel Macron. C'est une femme. Elle est eurodéputée. Ouais. L'oiseau. Bonne réponse, Manon Aubry. Mais il est très doué, depuis qu'il est malade. Je l'avais pas du tout. Tu sais, c'est grâce à toi. Il a développé ses autres sens. Non, c'est Philippe. C'est grâce à force de rencontrer Philippe, je suis devenu beaucoup plus intelligent. Ah, mais moi je perds aussi le problème. Non mais vous pouvez le flatter tant que vous voudrez, ça vous fera pas gagner. Qui c'est qui l'a dit les vraies voix à 3 points? Nous avons tendu beaucoup de fois la main aux Algériens et beaucoup de fois, cette main n'a pas été saisie. Il faut peut-être changer de registre et de braquet. Non, il n'y a jamais 2 fois la même citation. Non. Barreau. Non, mais il fait partie du modem. Fuchs. Ah non. Fuchs, n'importe quoi. C'est le député. Le Fesneau. Bonne réponse de Philippe Bilger. Si, Bruno Fuchs est député modem. Excusez-moi, est-ce que notre réalisateur a des moufles ou pas? Comment ça se passe? Il fait très franc en ce moment. Comment vous dire? J'ai l'impression qu'il est perdu dans les sons. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Le bouton rouge sur le bouton rouge, le bouton vert sur le bouton vert. Voilà. Qui c'est qui l'a dit sur Bruno Retailleau au gouvernement? Je ne participerai pas à un gouvernement d'essence socialiste qui est tenu par le PS à l'Assemblée nationale. Allez-y. D'essence socialiste. Je ne participerai pas à un gouvernement d'essence socialiste. Qui a tenu par le PS à l'Assemblée nationale. Wauquiez. Il a changé de parti. Ciotti. Bonne réponse de Bruno Thomas. Il est inarrêtable aujourd'hui. Je n'ai pas compris la question. Non, excusez-moi, Philippe, vous êtes de mauvaise foi. Non, mais là, c'est de ma faute. Appelez Éric Ciotti et dites-lui, on ne comprend pas ta phrase. Qui c'est qui l'a dit? Nous devons reconstruire un parti gaulliste. J'adore quand vous prenez une intention comme ça. Non. Non, c'est un député LR. LR. Ouais. Qui envisage peut-être d'être candidat à la présidence. Bellamy. Non.
Oui, il est eurodéputé. Il est eurodéputé. Juvin. Non, il est originaire du Lot. Jeune et beau gosse. Beau gosse. Pradier. Bonne réponse de Philippe Bilger. Il est plus trop jeune. N'essayez pas de tricher, il y a l'arbitre. Ah oui, attends, il y a 6 points parce qu'il y a la régionalisation aussi, c'est important. Non, comme c'est le Lot, 46 points pendant qu'on y est. Mais vous discutez toutes les règles. Attends, la dernière, attention. Le justice, il est quand même... S'il vous plaît, soyons sérieux parce que là, l'heure est grave. Question, qui c'est qui l'a dit 3 points au Salon de l'Agriculture? C'est mon monde. Bardella. Non, réponse Bayrou, là, il était plus rapide. Non, mais il l'a dit avant vous, alors. Non, excusez-moi. Virginie. C'est lui. Merci. Non, mais Virginie. Alors c'est Mickaël. On en fait une dernière ou pas? Non, on a plus le temps. Non, ça peut alors, ce qui est génial, c'est que c'est Bruno Pomar qui a gagné 9 points. Mickaël Sadoun 6 points. Voilà. Philippe Bilger 6 points. Ah bon, Et donc, faut se départager. Et Virginie, squeezer avec Bayrou. tout s'est passé dans les règles de l'art, on est d'accord? Tout à fait. Voilà. Dans les règles de l'art. Observez, s'ils n'avaient pas de petites notes, ils n'ont pas triché en tout cas. Aucune exclusion possible. Ce qui est gêne avec les jeux, c'est que c'est un flic qui a fini premier. Ouais. Je sens. Il y a une espèce d'animosité. Et sans tricher et sans menace. Moi, tant que c'est Bilger qui gagne, je suis très content. Philippe, on retrouve Virginie on va retrouver Virginie à partir de 20h dans les vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso et votre serviteur. Et on va beaucoup parler d'arbitrage. Parce qu'il y en a qui chouinent sur l'arbitrage. Il ne s'appelle pas Bilger. J'avais pas demandé à Virginie d'être honnête dans cet arbitrage. Vous voulez prendre une petite camomille avant de faire les vraies voix du foot sur l'arbitrage? Petite camomille, un truc qui va vous détendre. Non, je suis beaucoup plus virulent sur les arbitres de rugby que de foot en général, même si certains me fatiguent aussi au foot, j'avoue. Allez les amis, restez avec nous, merci beaucoup. Dans un instant, le journal avec un peu de retard et bien entendu le Rémi André pour la météo. Et avec vous, Philippe David. Je vais pousser un énorme coup de gueule sur Mohamed Amra, mais peut-être pas dans l'angle où on l'attend. Allez, à tout de suite. On fait une petite pause et merci. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. À la suite de cette victoire assez incroyable de notre ami Bruno Pomar, qui c'est qui l'a dit, sans tricherie, sans menace, sans rien. Voilà, une belle victoire que l'on veut saluer. Bilger, il est à la trou, il a un fondateur du RAID en face de lui, il se dit s'il se lève, je suis mal. Avec un équilibre du côté de Mickaël Sadoun et de Philippe Bilger. Pas pour trop une fois mal. que c'était bien arbitré. Oui, moi, bien arbitré, je disais, tant que c'est Philippe Bilger qui gagne pas, je suis très content. Il a raison, c'est un gros jour en France. Il y a quand même une forme d'acharnement sur vous, mon cher Philippe. Philippe Bilger, vous vous rendez compte un peu de la méchanceté? Non, mais moi, j'aurais fait la même chose. C'est du propre. J'aurais rêvé que notre auditeur gagne. Malheureusement, il est invraisemblable que Bruno Pomar gagne le jour où, comme par hasard, il est malade. Mais j'en reviens pas en plus. Ce que j'aime dans cette émission, c'est la franche camaraderie. C'est le côté cohésion, le côté... J'en reviens pas d'avoir gagné, franchement. Bref. Les miracles arrivent. Allez, vous laissez des messages sur notre répondeur. Et ben nous les écoutons. Oui, bonjour, Nathalie de Thuir. Alors, je voulais revenir sur le sujet de Madame Rima Hassan, Monsieur Mélenchon et d'autres. Alors, en fait, moi, je souhaiterais savoir ce que Madame Hassan, élue de la République française, payée par l'argent public français, compte faire pour la France. Parce que depuis des mois, depuis des années même, cette dame ne s'occupe que de la Palestine. J'aimerais qu'une loi soit votée pour qu'on puisse, à la fin du mandat d'un parlementaire, lui demander des comptes, c'est-à-dire qu'il soit soumis à une obligation de résultat quelque part, comme dans le privé. Bonne journée. C'est difficile tout de même d'édicter une obligation de résultat, mais pour un député, c'est très dur. J'ajoute que Israël, on en a parlé hier, a très bien fait de ne pas l'accueillir, mais je trouve dommage que certains de ses adversaires, on en parlait tout à l'heure avec Bruno qui miraculeusement a gagné, développaient une haine verbale
en traitant, par exemple, Rima Hassan de détritus antisémites. De pourriture antisémite. Mais oui, Madame Balkany a parlé de détritus antisémites. Ah oui, d'accord. Que c'est dommage. Voilà. Mais c'est vrai qu'une députée européenne française qui ne met jamais un drapeau français sur son profil Twitter, mais que le drapeau palestinien et des t-shirts palestines dans l'hémicycle du Parlement européen, payé par nos impôts. Moi, je suis 1000 fois d'accord. J'ai même pas envie de parler de Rima Hassan. Je pense qu'elle le mérite pas. Voilà. Mais simplement, j'ai l'impression qu'auparavant, la fonction d'homme politique était quand même avait vocation à développer une action en vue du bien commun. Aujourd'hui, c'est un simple truc de positionnement médiatique. Alors, on trouve sa petite marotte. Alors, du coup, Rima Hassan, c'est Lady Gaza, comme on dit. Donc, c'est son sujet unique et exclusif. Et elle n'a que ça pour se faire remarquer dans les médias. Elle va faire des voyages de 5 heures jusqu'en Israël où elle sait qu'elle sera pas admise. Pour faire du buzz. Pour faire du buzz, pour faire simplement du buzz, on va dire, mais elle n'a rien à foutre en fait de sa vie pour faire ça. Et en matière d'écologie, il y a rien à c'est scandaleux quand on voit le niveau de certaines députés, parce qu'il y a plein de députés qui bossent aussi. Attention, moi j'en connais. Et l'avion est peut-être payé par nos impôts. Ah, mais très certainement. C'est bien de nous le dire. 9 000 euros par mois plus le reste. Non, c'est scandaleux, mais bon, encore une fois, on voit bien que même le Parlement français d'ailleurs a changé. On voyait avant des députés bosser comme des malades. On n'a plus le temps. Ben c'est voilà. Je ne peux pas développer, vous voyez, Philippe. Voilà. Oui, mais vous développerez chez vous. Vous avez gagné, donc bon. Parce que je suis désolée, parce que moi j'ai Thierry au téléphone qui est avec nous. On a Thierry. Ah bah j'ai Thierry. Thierry de Fos-sur-Mer. Et Thierry, vous savez comme j'aime les Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Bravo pour votre émission. Merci beaucoup. Mais c'est ça les Thierry, c'est des gens élégants, ils sont gentils, sympathiques, intelligents. C'est d'Ernine. J'ai fait l'école de police là-bas en 1981. Il y a beaucoup de gens qui vous entendent pour toutes ces félicitations. Oui, bien sûr qu'il y a des gens, mais vous inquiétez pas, je le diffuserai largement sur mes réseaux sociaux, Thierry, vous inquiétez pas. Vous m'aurez sur le dos. Alors écoutez bien, cher Thierry, vous allez pouvoir remporter un bon cadeau pour un séjour d'une valeur de 1200 € avec moi. C'est vraiment super, bravo, merci. Alors écoutez, vous allez pouvoir aller dans un club Bel en Bras, donc niché dans les plus beaux endroits de France, au cœur de belles destinations. Vous pourrez aller à la montagne, à la mer, à la campagne. Bref, 45 clubs à votre disposition. Vous choisissez celui qui vous correspond le mieux. Et comme ça, comme on dit, les vaches sont bien gardées. Je dis ça parce que c'est bientôt le salon de l'agriculture. Super, et on y est en plein dedans. Vous nous direz lequel vous avez choisi, comme ça on peut vous rejoindre éventuellement. Je dis ça, je dis rien. J'ai besoin de vacances. On s'amuse. Vous qui êtes à Fos-sur-Mer, vous allez peut-être plutôt choisir la montagne ou la campagne, parce que la mer, vous l'avez toute l'année. Oui, je pense que je choisirai la montagne. Vous faites quoi dans la vie, Thierry? Je suis fonctionnaire. De police? Non, pas du tout. Non, je travaille dans une commune. Très bien. Et vous allez y aller en famille, j'imagine? J'irai avec mon épouse, oui. Ah, vous êtes marié. Ah, ok. On peut discuter. Non, plaisante. Je dois vous avouer, elle aime beaucoup les Thierry. Là, ça se sent. Non, j'en profite pour embrasser mon Thierry perso. Thierry, en tout cas, on est ravis de vous avoir offert ce cadeau. Vous avez été un très bon candidat. Merci beaucoup. Surtout, envoyez-nous ou des cartes postales ou des selfies pour qu'on voit où vous êtes parti grâce à Sud Radio et Bel en Bras. Oui, bien sûr qu'il a gagné. Non, en fait, il restera de place. Encore mille merci à vous et bonne fin de journée. Il y a Philippe Bilger qui dit en fait il restera de place. Pourquoi? C'est Philippe Bilger et son épouse, je crois. Non, mais même pas, c'est pas une forme de modernité qu'affectionne. Non, mais parce que visiblement il va partir en montagne. Tu skis un petit peu. Thierry, on vous embrasse très fort. Merci d'avoir joué avec nous et merci de votre fidélité aux Vraies Voix et à Sud Radio. Allez, dans un instant, Philippe David qui va râler comme d'habitude, mais ça lui fait du bien. Ah oui. Va replacer l'église au centre du village. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix jusqu'à 19h, c'est tous les jours. Vous ne pouvez absolument pas les rater puisqu'il y a toujours des choses intéressantes à dire, à partager, à commenter. Avec aujourd'hui nos Vraies Voix du jour autour de Philippe David. Je dis autour parce que bien entendu, tout le monde, c'est un peu le centre de cette émission. Pas du tout. C'est bien sûr que si. Non, c'est le ventre de cette émission. Mais le centre, ça fait pratiquement tout l'espace. Mais non, parce que c'est votre talent et votre culture, Philippe. Mais non, pas du tout. On est un duo, ma chère Cécile,
auquel je tiens particulièrement. Elle se renvoie les trucs, c'est formidable. Non, c'est vous. C'est un duo aussi mythique que Stone et Chardin. Les vaches roses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Ça c'est du high level. Philippe Bilger avec nous. C'est Mickaël Sadoun et Bruno Poma. Arrêtez de me faire rire bêtement. J'ai du mal à m'en retenir. Vous savez que je suis une rigolarde. Et puis en plus, ça va déprécier le coup de gueule de Philippe David, qui va être de la haute volée. Écoutez bien. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village lointain puisqu'il s'agit de Bucarest, capitale de la Roumanie. Pourquoi Bucarest? Parce que c'est là que le truand Mohamed Amra a été arrêté samedi dernier, et alors qu'il est escorté vers la France en ce moment même, la Roumanie ayant rejeté son appel. Pourquoi pousser ce coup de gueule? Parce que si Amra a le pédigré qui est le sien aujourd'hui, et si 2 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont morts, c'est en grande partie à cause des politiques éducatives, pénales et carcérales qui sont celles de la France depuis des années. En effet, comment expliquer qu'entre 11 et 14 ans, cet individu ait été arrêté 19 fois pour des faits aussi graves que port d'armes prohibées, vol par ruse, extorsion, violence, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, et que 100% de ces 19 plaintes aient été classées sans suite? Comment faire comprendre à un voyou en devenir qu'il y a une autorité de l'État et que la société protège les honnêtes gens qui ont été ses victimes avec un tel laxisme? Au jour de son invasion, il ne totalisait pas moins de 15 condamnations, 2 mises en examen et était mis en cause dans pas moins de 5 autres procédures, mais pouvait, sans être inquiété de quelque manière que ce soit, gérer ses trafics, commanditer un contrat et même préparer son évasion depuis sa cellule. Comment expliquer que la prison est un lieu où on purge une sanction, alors que dans le cas d'Amra, on peut dire qu'il était en télétravail et bénéficiait même de coït expéditif, je cite sa copine qui se faisait passer pour sa sœur derrière les barreaux. Bref, on sait ce qui a tué les 2 fonctionnaires de la pénitentiaire. Le laxisme des lois sur la justice des mineurs et l'absence de courage politique qui a transformé certains établissements pénitentiaires en centres de gestion de trafic, la liberté en moins, mais nourris, blanchis, logés et avec en plus les câlins quand on en a envie. On attend des réponses fortes de l'exécutif qui, comme d'habitude, roule les mécaniques, mais dont on peut craindre, comme d'habitude, que les paroles ne soient jamais suivies d'actes. Tout ça est parfaitement exact, mon cher Philippe, et brillamment dit, mais il ne faut pas oublier la malfaisance personnelle d'Amra. Ah non, mais ça va en plus. Ça va en plus. Vous avez bien entendu. Non, mais je crois que tu as tout dit. Je veux dire, la justice doit être mise à plat. Il y a des choses qui fonctionnent aussi. On ne peut pas taper sans arrêt sur eux, mais n'empêche qu'à ce niveau-là, il y a vraiment un travail à faire. Alors, je pense que Darmanin n'a pas mal. Quand même dingue. Pardon, 19 plaintes pour vol, extorsion, etc. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y en a des centaines et centaines. Mais parce que les juges ne décident pas de les incarcérer. On préfère leur mettre du sursis. C'est ça le problème. Parce que les prisons, il y a 70 000 mecs en prison. On ne sait pas quoi en faire. Enfin bref, il y a tout un contexte qu'il faut revoir totalement. Mais peut-être que si la réponse pénale était un peu plus forte, il y aurait peut-être moins de monde en prison. Ça pourrait dissuader certains. Le trafic de stupéfiants fait plus peur à grand monde. Ouais. Mais il y a tellement de mesures. Les peines planchées qui ne sont pas inconstitutionnelles, les courtes peines de prison pour les mineurs récidivistes ou qui commettent des actes particulièrement graves, la construction de places de prison. Moi, je veux que Gérald Darmanin, qui se présentera probablement comme un candidat de droite aux prochaines élections présidentielles, soit jugé sur son bilan dans la justice, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Les budgets ont été augmentés, c'est très bien, la justice peut mieux fonctionner, il y a plus de greffiers, de magistrats, de ce qu'on voudra. Maintenant, il faut construire des places de prison et il faut enfermer. Moi, je crois à la vertu de la prison et les Français aussi. Les sondages le montrent, la majorité des Français considèrent que la justice n'est pas assez répressive. Prison et prison. On est d'accord que là, et que les prisons soient mieux gérées et surveillées. Non, ça, on est que ce ne soit pas des lieux où on gère ses trafics et où on fait des câlins quand on en a envie. Je suis d'accord. Prison, éducation, il y a beaucoup de choses à faire, c'est ça le truc. Vous savez, le problème d'incarcérer, moi je veux bien, on peut incarcérer tout le monde, j'ai pas de souci là-dessus. Ça me fait penser à une association que je salue d'ailleurs, qui est dans le sud, Conscienta, qui s'occupe des. Vous savez que 70% des prisonniers qui ressortent, Philippe pourrait le confirmer, font des sorties sèches. C'est-à-dire il n'y a aucun accompagnement derrière. Après, on se plaint qu'il y a des récidives. Voilà, un exemple. Allez, l'info en plus. Merci beaucoup, Philippe David, avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio.
Et un professeur de français non remplacé durant 4 mois en Indre-et-Loire. Une dizaine de familles vont recevoir une indemnisation pécuniaire pour le préjudice. 800 € par famille, 500 pour l'enfant, 300 pour les parents. Voilà la somme attribuée par le tribunal administratif d'Orléans pour cette absence préjudiciable en classe de seconde. On rappelle que c'est la dernière avant les épreuves anticipées du bac de français en fin de première. Alors, quelle que soit la classe et la matière, en fait, la jurisprudence s'était déjà fixée sur l'indemnisation des élèves dans des cas comme ça. 10 € par heure perdue. Donc, les élèves d'Amboise ont été indemnisés à hauteur de 500 € puisqu'ils avaient perdu 50 heures de français. Mais la nouveauté ici, c'est donc les 300 € pour les parents. L'indemnisation pour leur préjudice moral, indique l'avocate du collectif On veut des profs, maître Joyce Pitcher. À l'inquiétude des parents pour la réussite de leurs enfants, le temps qu'ils ont pu consacrer à essayer de réparer les carences de l'État dans l'éducation et éventuellement le temps qu'ils ont pu passer à réorganiser leur emploi du temps professionnel. Chaque jour, regarder si tel ou tel prof était présent, remplacé ou non. Donc tout ça, ça crée vraiment un climat d'inquiétude qui constitue un réel préjudice pour les parents. Et pour la première fois en 3 ans, puisque ça fait 3 ans qu'on demande la réparation de ce préjudice, celui-ci a donc été réparé à hauteur de 300 €. Mais au-delà de l'indemnisation pécuniaire pour ces 4 mois sans cours de français, eh bien le but de cette pression judiciaire, c'est de pousser l'État à régler sur le fond ces problèmes de remplacement, explique aussi maître Pitcher. L'objectif vraiment, c'est qu'il n'y ait plus d'heures perdues et que chaque élève ait la chance de pouvoir réaliser l'intégralité du programme chaque année, que les professeurs absents soient systématiquement remplacés, puisqu'on voit notamment qu'ils sont souvent absents pour des raisons de formation. Donc l'éducation nationale est déjà informée de leurs absences dans un certain nombre de cas, et il y a toute une organisation autour du remplacement qui pêche, qui est mal organisée. C'est la masse de dossiers qui, selon les parents du collectif On veut des profs, pourrait faire changer les choses. 800 € par famille d'élèves pour faire changer les choses. Donc bon, ça permet aussi au passage quand même de s'acheter un portable, par exemple, pour s'occuper pendant les cours non assurés. Ne donnez pas de mauvaises idées, Félix Mathieu. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Philippe Bilger. Je vais parler d'un sujet qui m'a été honteusement soustrait. Ah ben très bien. François Bayrou. Très bien. Je vais parler de la réception ou de la non-réception de Macron par Donald Trump. Et avec l'extraction de Mohamed Amra de l'aéroport de Bucarest. Qui pose question. Hein. Oui, qui pose question. Allez, à tout de suite les amis. Petite pause. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans cette belle maison Sud Radio. Et vous savez qu'ici vous êtes chez vous, on parle des territoires, on parle de votre quotidien, on parle de l'actualité. On essaye de vous donner... Je peux parler, mais vous savez que vous êtes à l'antenne, Philippe, quand même. Oui, c'est rouge. C'est rouge. Il disait quelque chose d'intéressant. Bah oui, mais moi aussi. C'est fou ça. C'est dingue. La prochaine fois que vous ferez une plaidoirie, je parlerai pendant que vous parlez. Et puis tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. Mais non. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Ah bon? Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Oui, mais comment dire sans tomber dans une forme de réalisme insupportable? Il a rien compris. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Le tour de table de l'actualité. J'ai remarqué que c'était souvent Philippe Bilger dans les temps. Il aime bien ça. Maxime l'aime bien. J'ai plus de matière avec Philippe Bilger qu'avec mais heureusement, il a arrêté Rocco Siffredi. Non, lui dites pas ça. Il faut vraiment publier, je trouve, un recueil de Maxime de Philippe Bilger avec ses références. Faites attention. Non, mais il faut venir souvent le vendredi, parce que le vendredi, il y a lâchage, il y a un gros lâchage. Faites attention, Rocco Siffredi peut revenir là où on ne l'attend pas. Pardon? Non, allez, on y va parce qu'on va être en retard et vous n'aurez plus le temps de parler. Ça va être très rapide. Allez-y. J'ai évoqué tout à l'heure que de manière scandaleuse, et Michael Sadoun m'avait pris mon sujet, le Premier ministre a affiché
entre guillemets, ses racines paysannes en allant au salon de l'agriculture. Oui. Et de fait, ces racines paysannes sont totalement authentiques puisqu'il a une période au cours de laquelle il a fait fonctionner sa ferme et son exploitation agricole. Il est resté 11 heures au salon, 12 heures, pardonnez-moi, 12 heures au salon, et au moins sur ce plan-là, ceux qui critiquent François Bayrou ne peuvent pas dénier son authenticité et sa sincérité. Ouais, mon cher Philippe, vous le savez aussi bien que moi, tous les politiques vont au salon. Chirac, le premier, il passait 15 heures, lui. Sarkozy, il passait... Enfin bref, je crois qu'en soi, bon, c'est pas un scoop. Excusez-moi, c'est pas un scoop. Ils y vont absolument tout. Il y avait Bardella il y a quelques jours. Moi, j'ai vu Macron qui a passé une partie du temps là-bas. Il est reparti à cause de l'affaire de Mulhouse. Bref, ils y vont parce que c'est leur fonds de commerce en même temps. Ça n'est pas mon sujet, mon cher Bruno. Vous êtes à côté de la plaque. Ah bon? J'étais à côté de la plaque, là? Non, mais moi, j'apprécie, c'est vrai, je suis d'accord pour le coup avec Philippe Bilger. J'apprécie qu'il y ait une dimension d'authenticité. Je crois qu'en plus, c'est plutôt une valeur de droite. Donc, en effet, je suis un peu insupporté par les hommes politiques extrêmement citadins qui viennent flatter le cul des vaches pendant 2 heures et se donner des genres très proches de la nature alors qu'ils ne le sont absolument pas. Je ne sais pas si les origines paysannes de François Bayrou sont toujours très conformes à la France d'aujourd'hui qui n'est plus très paysanne. Mais en tout cas, je suis content que ça tire un petit peu dans ce sens-là. Ouais. C'est vrai. Mickaël Sadoun, vous allez faire un tour de table après l'avoir extorqué frauduleusement à Philippe Bilger. C'est sur la réception de Macron par Trump. Oui, enfin, c'est plutôt sur la manière dont les observateurs français ont perçu la réception d'Emmanuel Macron par Donald Trump. C'est-à-dire que j'ai vu certaines personnes s'enorgueillir du fait que Donald Trump ne vienne pas accueillir le président Macron à l'entrée de la Maison Blanche. Désolé de vous dire, désolé de vous dire que je ne suis pas macroniste. Mais alors déjà, en plus, on a vu les images. Visiblement, Emmanuel Macron a été bien reçu par Donald Trump, conformément à un certain protocole, etc. Ce qui montre qu'il y a quand même encore un certain respect chez Donald Trump. Et personnellement, je m'en réjouis. Mais je voyais les observateurs en France se réjouir du fait que la France était accueillie de cette manière en France. Je ne peux pas le comprendre. Et surtout à droite, parce que quand on se dit patriote, on peut ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron, mais on ne peut pas se réjouir que la France soit reçue de cette manière à la Maison-Blanche. Donc, je déplore cette attitude de certains qui parfois détestent plus le président qu'ils n'aiment leur propre pays. Donc je trouve ça très dommage. Moi, j'ai du respect pour la fonction présidentielle et je souhaite que la France soit encore accueillie comme un grand pays dans le monde entier. C'est très juste, Mickaël, mais quelle est la tradition américaine? Je veux dire, est-ce que systématiquement le président des États-Unis va accueillir comme chez nous le chef d'État étranger? C'est très étonnant. Pardon que je vous coupe, c'est très étonnant parce que le protocole, on regarde beaucoup les protocoles de réception des chefs d'État parce que si vous descendez 1 marche, 2 marches ou 3 marches, si vous serrez la main, si vous posez la main sur la main de l'invité, si vous lui posez sur l'épaule, et en fait les pays étrangers regardent beaucoup ça, de savoir à quel moment et quel est le niveau de relation des chefs d'État. Donc j'imagine que s'il n'est pas descendu, c'est peut-être aussi pour marquer une distance. Il y a peut-être une réponse à ce que vous dites, c'est que c'est pas une visite présidentielle où il y a l'homme et la femme. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même c'est plus une visite de travail. C'est peut-être pour ça que le président Trump n'est pas venu l'accueillir sur le perron de la. Très bonne réflexion. Moi, j'ai posé une très bonne question, comme René Chiche l'aurait dit. Voilà, c'est vrai. Comme ça, tout le monde se fait plaisir. Bruno Pomar, vous voulez revenir sur l'extraction de Mohamed Amra? Oui, alors excusez-moi d'être technicien parce que j'ai fait que ça toute ma vie. J'ai monté des opérations et j'ai fait des escortes de personnalités très dangereuses. C'est vrai que j'étais interpellé cet après-midi quand j'ai vu sur les écrans Mohamed Amra qui arrivait un fourgon comme nous lorsqu'on arrive en vacances, on sort et on rentre dans le hall pour aller faire les billets, etc. Et je trouve que c'est, en termes de sécurité, plus que limite. Ce qui est important de dire, c'est qu'il est entouré de policiers armés jusqu'aux dents, surarmés. C'est là où il y a le danger supplémentaire, c'est que les gens ont des fusils d'assaut qui tirent des calibres très très puissants. Quand on voit tout autour les badauds qui sont en train de faire des photos, je trouve que l'exposition est totalement folle. Alors, je m'en prends au protocole roumain, je m'en prends
aux policiers français. Je pense qu'il aurait dû avoir une façon d'aller directement sur le parvis. Moi, c'est ce qu'on faisait, on allait directement sur le parvis et on montait le gars dans l'avion. Deuxième élément... Sur le tarmac, vous voulez dire? Sur le tarmac, pardon. Et deuxième élément, c'est de prendre un vol, je pense que c'est un vol classique, c'est pas un vol militaire ou un vol officiel. Ça m'interpelle au niveau sécurité. Bon, peut-être que je vais un peu loin, mais... C'est vrai qu'ils auraient pu, ce que vous disiez tout à l'heure, ils auraient pu être attendus... Mais quand on voit le niveau d'attaque qu'on a vu à l'autoroute avec malheureusement nos agents pénitentiaires, 2 morts, 3 blessés graves, on peut s'attendre qu'on n'a pas affaire à des rigolos. Donc, il y aurait eu un carnage. Il y aurait eu un carnage. C'est pour ça que ça a réellement interpellé cette affaire. Ouais. Pour le coup, voilà. et les Français, nous, on serait directement sur le tarmac, sans passer. Oui, bien sûr, il y a possibilité. On voit la police frontière, etc. Et on ouvre les extérieurs, et puis hop, on rentre, on va jusqu'au bas de l'avion avec des véhicules, et puis on monte les individus dans l'avion pour éviter de croiser la population. C'est du béaba, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais vous travaillez avec, à l'époque où vous étiez au RAID, vous travailliez avec des polices étrangères, justement, pour voir les façons de travailler des uns des autres. Oui, absolument, vous avez raison. On en a reçu au RAID, on en reçoit toujours d'ailleurs, comme au GIGN, comme à la BRI. Il y a des échanges de techniques, il y a tout un tas d'échanges. Alors là, il y a un côté protocolaire avec l'ambassade, avec le pays. Je dirais, c'est pas que la décision du service d'ordre et des policiers d'élite qui étaient présents, ou les gendarmes d'élite qui étaient présents. C'est qu'il y a un protocole, mais je trouve que c'est un peu léger. On est très technique en France? Ah oui, on bosse très très bien. Oui. Franchement, on est référencé partout dans le monde pour faire de la coopération, que ce soit le RAID, le GIGN ou la BRI. On est vraiment spécialisé là-dedans. On est reconnu et regardé à travers le monde pour nos spécialités. Et je ne comprends pas qu'il n'ait pas demandé l'avis en Roumanie à Pomartescu. Pomartescu. Je vais présenter aux élections prochaines. Jumeau roumain de Bruno Pomar. Je vous prendrai comme ministre de la Justice, mon cher Philippe. Alors, il y a une particularité. Et il faut le savoir, entre Philippe Bilger et Philippe David, c'est qu'ils rigolent aussi de leurs blagues. Non, mais les miennes sont bonnes. Mais c'est la marque de tous les grands dictateurs. Dixit Sadonescu. Et moi, seul parmi ces grands hommes autour de moi. Allez, merci en tout cas pour ces sujets. Dans un instant, on va revenir sur Dominique de Villepin qui fait son entrée remarquée en tête du tableau IFOP avec 53% des opinions favorables. Alors parlons vrai. Est-ce que cette arrivée de Dominique de Villepin directement en première position vous surprend? Et à cette question, de Villepin, personnalité politique préférée des Français, est-ce grâce à ses positions pro-palestiniennes? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Frédéric Dabi sera avec nous dans quelques instants, directeur général de l'IFOP. Soyez les bienvenus jusqu'à 19h. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il reste encore un petit bout, c'est comme les gâteaux des vraies voix, jusqu'à 19h. Et avec Philippe Bilger autour de cette table, Michael Sadoun et Bruno Pomar. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ma question là-dessus, elle est simple. Est-ce que vous envisagez aujourd'hui une candidature, par exemple, à la prochaine élection présidentielle? Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'engager la responsabilité du gouvernement. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette. La guerre au Proche-Orient, si nous ne créons pas un État palestinien, je vous garantis que le cycle de guerre continuera. L'indépendance de la France et de l'Europe ne doivent pas être négociables. Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre. Non, ce serait absurde de ma part de vouloir m'inscrire comme ça, venant de nulle part, dans le jeu politique. Dominique de Villepin en tête du tableau de bord IFOP, fiducial des personnalités préférées des Français. L'ancien Premier ministre y fait son entrée avec 53% d'opinions favorables et égalité avec Édouard Philippe. Il s'est distingué ces derniers mois par un discours pro-palestinien qui le singularise à droite. Alors parlons vrai. Est-ce que Dominique de Villepin devient un présidentiable potentiel avec ce sondage? Et à cette question,
De Villepin, personnalité politique préférée des Français, est-ce grâce à ses positions pro-palestiniennes? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et vous l'attendez tous, il est là bien entendu, oui. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. D'avoir accepté notre invitation, comme le veut la coutume en tout cas chez les Vraies Voix. Racontez-nous un peu ce sondage incroyable. Oui, je partage votre point de vue, Cécile, c'est très inédit, c'est pas la première fois qu'une personnalité rentre pour la première fois à la première place. C'était le cas par exemple de Nicolas Hulot en mai 2017, c'était le cas plus récemment de Michel Barnier, nommé Premier ministre, et dans le tableau de bord IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, il déboulait aussi en première position. Pour Dominique de Villepin, c'est spectaculaire, il était rangé des voitures, il n'était plus testé dans les baromètres. Maintenant, pour commencer à répondre à la question de notre cher ami Philippe David, est-ce que ça veut dire qu'il est présidentiable? Prudence absolue. La popularité, ce n'est pas du vote. Pendant très longtemps, les personnalités les plus populaires, je pense à Bernard Kouchner, je pense à Simone Veil, n'avaient jamais gagné une élection sur leur nom. Donc bien sûr, prudence, mais effectivement, la performance est assez spectaculaire. Surtout que Dominique de Villepin fait bouger les lignes. Il est presque plus populaire à gauche qu'à droite, 56% de bonnes opinions à gauche, une majorité très forte chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On voit à quel point, et là je partage votre point de vue, moins que la question palestinienne que des questions internationales qui intéressent désormais massivement les Français. On le voit dans nos enquêtes pour Sud Radio, Fiducial et Paris Match à travers les conversations des Français, font qu'il devient un acteur plus familier. Les Français l'avaient oublié, il a quitté le pouvoir, rappelez-vous, en avril 2007, après la victoire de Nicolas Sarkozy. Il revient par la grande porte, mais attention, la popularité, ce n'est pas une élection, la popularité, ce n'est pas une vote, et à bien des égards, on peut se demander si cette popularité n'est pas une popularité de papier. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il peut faire avec ces 53% de bonnes opinions, sans parti, étant extrêmement clivant et n'évoquant que les questions internationales? Avoir une voix qui compte dans ses prises de parole. Oui, c'est vrai vous avez raison, il crée de la distinction par rapport à d'autres leaders. D'ailleurs, il a un soutien fort de la France insoumise, qui est très fortement sur le créneau pro-palestinien. Parfois, on dit même pro-Hamas, avec le refus de caractériser les événements du 7 octobre comme des actes terroriste qui a coûté à la France insoumise en termes de popularité et à son leader Jean-Luc Mélenchon. Mais en tout cas, oui, Dominique de Villepin revient par la grande porte, et quand on a écouté vos différences sonores, beaucoup de Français ont en tête ce fameux discours en 2003 au siège des Nations Unies, quand il a parlé de la France, ce vieux pays qui avait tout fait pour éviter la guerre en Irak. Philippe Bilger. Je ne tirerai pas de conclusion définitive de ce très bon classement de Dominique de Villepin. D'abord, c'est un homme qui ne vit que sur le souvenir de ce discours à l'ONU. Il y a 20 ans. Deuxième élément, récemment, et Frédéric a totalement raison, je distinguerai absolument le succès médiatique, puisqu'à un moment donné, une autre évaluation l'avait situé juste derrière Mélenchon, du succès politique, et là, il n'engrange apparemment aucune voix pour sa propre cause. Troisième élément, il fait partie de ces êtres qui tout à coup reviennent dans l'espace et avec de brillantes irresponsabilités, et elles plaisent beaucoup aux Français parce qu'avec un apparent parler vrai, il propose d'apparentes solutions, mais sans jamais donner les clés du problème. Donc, je ne crois absolument pas que Dominique de Villepin puisse être un rival, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon. Il en aura d'autres, peut-être, au sein de son propre camp. Frédéric Dabi, c'est vrai qu'avec l'élection au suffrage universel du président depuis 65, il faut avoir un parti. Et franchement, de Villepin n'est pas le candidat naturel de LFI. Oui, on est bien d'accord. Et puis, les soutiens, les paroles aimables des leaders de la France insoumise à l'égard de Dominique de Villepin, sur le mode c'est un vrai homme d'État, c'est un homme de droite, mais qui a des convictions humanistes. Tout cela volera en éclats si, un peu comme la candidature de Coluche en 81, qui avait fait rire, puis fini par faire agacer beaucoup d'hommes politiques de gauche comme de droite, si sa candidature se matérialise. Il est très loin, et je partage ce que dit mon ami Philippe Bilger, d'une candidature. N'oublions pas que il est loin de la promesse du politique. Le politique, c'est pas seulement faire des constats sur l'international, même si j'assume de dire que l'international intéresse énormément maintenant les Français. Le politique, c'est changer la vie, c'est avoir une offre programmatique, c'est avoir un cap pour le pays, et pas seulement sur ces questions, et il en est très loin. Et puis, même si on sait que dans l'imaginaire présidentiel, une élection, c'est la rencontre d'un homme
et d'un pays, il faut une structure, il faut des moyens, il faut une organisation partisane. Et Dominique de Villepin, il le dit lui-même assez modestement, il est dépourvu de ces différents atouts. En tout cas, c'est dans cette élection de renouvellement qui va être celle de 2027 avec un président qui ne peut plus se représenter, voilà un candidat potentiel ou quelqu'un auquel les Français pourraient penser. Est-ce que c'est une prise de guerre d'abord pour la gauche, qui est important puisqu'il vient de la droite, et est-ce qu'on pourrait imaginer aussi qu'en cas d'élection d'un Mélenchon, on puisse revoir de Villepin à Matignon par exemple? Ça fait quand même beaucoup de si. L'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Dans notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, Jean-Luc Mélenchon reste l'homme politique le plus impopulaire, juste après Éric Zemmour. La présidentielle, on sait très bien qu'au premier tour, c'est un choix d'adhésion. Au second tour, c'est un choix d'élimination, comme disait Charles Pasqua, reprenant la célèbre phrase de Guy Mollet. Et dans ce cadre-là, Jean-Luc Mélenchon a des vrais handicaps. Maintenant, on peut tout imaginer. On est à 2 ans du vote. Vous savez, on se serait parlé en février 2015, il y a 10 ans, vous ne m'auriez sûrement pas interrogé sur Emmanuel Macron, ministre des Finances. On sait comment ça s'est terminé. Oui. Bruno Pomar veut réagir. De Villepin du gaullisme au mélenchonisme, c'est un titre que j'ai vu sur un journal. Est-ce que vous ne pensez pas, Frédéric, que le fait de se positionner comme ça va être, je dirais, un ascenseur supplémentaire pour le Rassemblement national, en termes d'électeurs, je parle. Je ne saurais dire ça comme ça, mais en tout cas, le RN joue la carte de l'alternative sur tous les sujets. Il ne s'est pas forcément mêlé de la question proche-orientale et palestinienne. Il a plutôt affiché une posture pro-israélienne à travers des prises d'opposition de Jordan Bardella, de Julien Audoul. Je note, par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, que la seule famille politique où Dominique de Villepin a une cote de popularité déficitaire, ce sont les électeurs de Marine Le Pen de 2022. Et même pas ceux d'Éric Zemmour. Chez Éric Zemmour, il est à 59%, au nom peut-être d'une certaine idée de la France en termes d'indépendance. Mickaël Sadoun. Moi, déjà, je dirais que sur la forme, j'apprécie plutôt le style de Dominique de Villepin. Voilà, je le dis. C'est un homme flegmatique, qui parle bien, qui aime le débat contradictoire. C'est un vrai politique. J'aime ces hommes politiques un peu à l'ancienne, comme on dit. Ça change quand même d'air quand on voit des Louis Boyard et des Delogu à l'Assemblée. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour avoir vu son interview récente chez Hugo Décrypte, il qualifie quand même les attentats du 7 octobre d'actes terroristes. Donc je lui ferai pas ce procès-là. Après, évidemment, je trouve que sa popularité, notamment à gauche, c'est la 3e personnalité préférée des Français chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc évidemment, cette popularité, elle est due à une certaine ambiguïté vis-à-vis d'Israël. Il a un discours que je trouve un peu trop culpabilisant vis-à-vis d'Israël, qui selon moi n'a fait que réagir à une déclaration de guerre et à un acte inqualifiable. J'ai des désaccords avec lui. Sur le style, je ne le condamne pas. Ensuite, je trouve qu'évidemment, il est lié par des intérêts, notamment peut-être avec le Qatar, qui l'amène à avoir des positions que je trouve un peu incompréhensibles, et c'est là que je rejoins Philippe Bilger. Sa lecture de notre relation avec l'Algérie, moi je n'en ai pas les clés. Je préfère 1000 fois le discours d'un Bruno Retailleau qui dit qu'il faut éclaircir les choses et taper du poing sur la table, plutôt que le discours d'un Dominique de Villepin qui, au nom d'une certaine hauteur diplomatique, nous explique qu'on ne peut pas tellement qualifier l'Algérie d'être une dictature, parce que sinon, vous comprenez, on se mettrait dans une situation par rapport à eux qui ne nous permettrait pas de résoudre... Enfin bon, je trouve que c'est des discours alambiqués qui ne mènent absolument nulle part, mais au moins on peut en discuter face à face avec lui. Frédéric, adorant me contredire moi-même dans le cadre d'une émission, est-ce que tout de même si je ne rejoins pas le propos de Cécile, je n'ai pas l'impression que c'est une prise de guerre. C'est lui qui, par sa subjectivité et son parler, s'est imposé en quelque sorte aujourd'hui comme un chouchou à gauche. Mais est-ce qu'il peut représenter pour LFI, par exemple, profondément une alternative à ce que Mélenchon pourrait avoir de désastreux, puisqu'il serait battu au second tour par Marine Le Pen? Je pense quand même, Philippe, qu'il ne sera jamais un candidat de substitution à Jean-Luc Mélenchon pour LFI. Si Jean-Luc Mélenchon ne se présentait pas, il y a d'autres leaders. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est sur une ligne. Est-ce qu'il est sincère ou pas? Personne ne peut le dire. Pour dire remplacez-moi, faites mieux. Il cite souvent Clémence Guettet, Mathilde Panot, Manuel Bompard. Dominique de Villepin, je le dis, s'il entre dans l'atmosphère comme un candidat potentiel, il sera lâché immédiatement
par LFI, qui rappellera que c'est un homme de droite, que c'est l'homme du CPE, que c'est quelqu'un qui a déjà été au pouvoir et qui n'a pas changé la vie. Enfin, on sait très bien qu'on est sur de la posture. Maintenant, tout est possible pour lui comme de très nombreux candidats. Et je le répète, quand on est sur une élection de renouvellement, je pense à 95, je pense à 2007, je pense à 2017, parce que François Hollande n'a pas pu se représenter, il y a beaucoup de velléités de candidature sur le mode « pourquoi pas moi ?» Maintenant, il y a une popularité qui est forte, mais je le répète, une popularité, ce n'est pas une fin en soi. C'est une ressource, mais ce n'est pas un sauf-conduit électoral. Je rappelle souvent que Nicolas Sarkozy, avant son élection dans le baromètre fiducial Paris Match Sud Radio, avait 48% de mauvaises opinions. Mais les bonnes opinions, c'était des croyants, c'était des gens qui étaient prêts à voter pour lui. On verra si dans quelques temps, dans une enquête pour Sud Radio, on teste en intention de vote présidentielle Dominique de Villepin, le score sera peut-être beaucoup plus décevant que cette première place. Mais De Villepin, s'il veut être candidat à la présidentielle, il est obligé de se dévoiler d'ici peu, parce que comme l'avait fait Emmanuel Macron dès le mois d'août 2016, de mémoire, il faut qu'il crée son propre parti. C'était En Marche, là il faut qu'il crée, on est à 2 ans de l'élection, parce qu'il faut trouver 500 signatures, il faut trouver des financements, etc. Il est obligé de créer un parti dans les 6 mois qui viennent. Dans les 6 mois, dans l'année qui viennent, peut-être. Et puis n'oublions pas, Philippe, les Français très inquiets sur des questions internationales, très polarisés par la dette, par le pouvoir d'achat, ne supporteront pas, je pense, les querelles d'appareils, les luttes politiciennes, et qu'on commence la course à la présidentielle maintenant. N'oublions pas, nous sommes le 25 février, nous sommes encore dans le mi-temps du mi-mandat. Le mi-mandat du président Macron a commencé le 25 octobre. On est encore dans un temps que les Français, pour lesquels ce n'est pas un temps présidentiel, même si je pense, et je me contredis moi-même, comme dirait Philippe Bilger, qu'on est dans un moment particulier où les Français ont été très frustrés de l'absence de campagne en 2022. Je pense qu'ils veulent du débat sur des grandes questions, parce qu'il y a des sujets où, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup plus de communs, de constats identiques faits chez les Français. Et la crise du politique, c'est aussi une crise de l'écoute entre une classe politique qui se déchire et des Français qui sont sur de très nombreux sujets, insécurité, immigration, service public, très proches dans leur constat. Un petit dernier mot, je rebondis sur ce que disait Mickaël Sadoun il y a quelques instants. Est-ce qu'il ne bénéficie pas aussi de cette image des grands politiques de l'époque qui peut-être nous manquent aujourd'hui? Mais vous avez raison, Cécile. Je pense qu'il réactive l'image de Jacques Chirac. Ça a été un très proche de Jacques Chirac. Il aurait conseillé la dissolution. Et on se souvient que Bernadette Chirac appelait Dominique de Villepin Néron. Donc ce qui est un sobriquet un petit peu difficile, mais c'est quelqu'un qui rappelle la politique d'avant et puis qui a de l'élégance, du charisme, une certaine flamboyance. On connaît le film qui a été tiré de son passage au Quai d'Orsay, qui s'appelle d'ailleurs Quai d'Orsay. C'était une bande dessinée, puis un film. C'est quelqu'un qui séduit beaucoup de Français par sa personnalité, par sa flamboyance, mais une élection, c'est du sérieux, une popularité, on peut peut-être se laisser aller. Merci mille fois, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. C'était bien, très sympa de finir cette émission avec vous. Vous revenez comme vous voulez, Frédéric, vous le savez, autour de cette table, pour le qui c'est qui l'a dit, entre autres. Merci beaucoup, Philippe Bilger, merci beaucoup, Mickaël Sadoun, merci beaucoup, Bruno Pomar, merci, Philippe David. On vous retrouve à 20h pour les vrais voix du foot. Et il va y avoir un gros menu. On va parler évidemment de la dernière journée de Ligue 1 et on va beaucoup parler de l'ambiance en termes. Vous avez vu la vidéo quand même entre le Nasser, Textor, etc. Et ensuite une demi-heure de spécial arbitrage avec le scandale qu'a fait Pablo Longoria, le patron de l'OM, suite à l'arbitrage lors de Auxerre-Marseille. Et dans un instant, on va parler des fleuristes et de l'emploi. C'est dans un instant jusqu'à 20h. À tout de suite.